T'es-tu déjà réveillé le jour de ton 30e anniversaire et demandé si tu es sur la bonne voie financièrement, comme si tout le monde avait ce manuel secret sur où tu devrais être économiquement à cet âge, mais personne ne te l'a donné. Tu es là assis à te comparer avec tes amis, certains semblent avoir tout résolu, tandis que d'autres sont tout aussi perdus que toi, et honnêtement tu n'as aucune idée si tu gagnes ou perds à ce jeu financier. Voici la vérité que personne ne te dit. Il y a des jalons financiers spécifiques qui séparent les personnes qui sont en route vers la stabilité financière de celles qui vont passer les 30 prochaines années à lutter avec l'argent. Et si tu n'atteins pas ces marqueurs avant d'avoir 30 ans, ce n'est pas la fin du monde, mais tu as définitivement besoin d'un plan pour te rattraper rapidement. Je m'appelle Gabriel et je passe trop de temps à analyser exactement où les gens devraient être financièrement à chaque étape de leur vie. Si tu veux savoir si tu es sur la bonne voie ou si tu dois faire des ajustements, abonne-toi et like cette vidéo. Maintenant, avant d'entrer dans les chiffres spécifiques, laisse-moi clarifier quelque chose d'important. Ces jalons ne concernent pas impressionner qui que ce soit ou suivre le rythme des voisins. Ils concernent le fait de t'assurer que ta vie financière est construite sur une base solide qui te permettra de gérer les urgences, de saisir les opportunités et éventuellement de prendre ta retraite sans manger de la nourriture pour chat. La plupart des gens passent leur vingtaine à rebondir entre les emplois, à découvrir qui ils sont et honnêtement, à faire beaucoup d'erreurs financières en chemin. Et c'est bien. La vingtaine est pour apprendre, mais la trentaine, c'est quand les enjeux deviennent réels. C'est quand les conséquences de tes décisions financières commencent à s'accumuler de manière qui soit te propulse vers l'avant, soit te maintiennent coincé au même endroit pendant des décennies. Alors parlons du premier jalon financier que tu dois absolument atteindre avant 30 ans. Et celui-ci va probablement rendre certaines personnes mal à l'aise, mais il faut quand même le dire. Au moment où tu atteins 30 ans, tu devrais avoir au moins 1 an de salaire épargné. Pas nécessairement investi, bien que ce serait génial, juste épargné quelque part accessible. Si tu gagnes 40 000 dollars par an, tu devrais avoir 40 000 à la banque ou en investissement. Si tu gagnes 60 000, tu devrais avoir 60 000 mis de côté. Maintenant, avant que tu fermes cette vidéo en pensant que c'est impossible, laisse-moi t'expliquer pourquoi ce nombre est si critique et comment tu peux y arriver même si tu pars de zéro. Cette première année de salaire épargné sert plusieurs objectifs. Premièrement, c'est ton fonds d'urgence sérieux. Nous ne parlons pas de 1000 ou 2000 dollars qui disparaissent la première fois que ta voiture a besoin de réparation. Nous parlons d'argent réel qui peut te maintenir à flot pendant 6 mois à 1 an si tu perds ton emploi ou fais face à une crise financière majeure. Mais voici où ça devient vraiment intéressant. Cet argent est aussi ton capital d'opportunité. C'est ce qui te permet de prendre des risques calculés qui pourraient accélérer ta carrière ou la construction de richesses. Peut-être que c'est l'acompte pour acheter ta première propriété d'investissement. Peut-être que c'est le coussin financier dont tu as besoin pour quitter un emploi que tu détestes et démarrer cette entreprise que tu as toujours voulu lancer. Ou peut-être que c'est simplement le filet de sécurité qui te donne la confiance de négocier agressivement pour cette augmentation, parce que tu sais que si les choses tournent mal, tu iras bien de toute façon. Voici ce que beaucoup de gens ne comprennent pas à propos d'avoir 1 an de salaire épargné. Il ne s'agit pas seulement des mathématiques, il s'agit de la transformation psychologique qui se produit quand tu franchis ce seuil. Quand tu as ce montant d'argent mis de côté, ton cerveau commence littéralement à fonctionner différemment. Tu arrêtes de prendre des décisions basées sur la peur et commences à les prendre basées sur la stratégie. Tu n'es plus en mode de survie constant, tu es en mode de croissance. Et cet état d'esprit vaut autant que l'argent lui-même. Maintenant, je sais ce que tu penses. Gabriel, j'ai des prêts étudiants, j'ai des dettes de carte de crédit. Comment suis-je censé épargner une année complète de salaire quand je peux à peine payer mes factures? Et c'est une question juste. Voici le truc. Ce jalon suppose que tu gères aussi ta dette, ce qui nous amène au deuxième jalon critique. À 30 ans,
Ta dette à taux d'intérêt élevé devrait disparaître ou être complètement éliminée. Je parle spécifiquement de la dette de carte de crédit, des prêts sur salaire, tout ce qui a des taux d'intérêt à 2 chiffres qui détruit activement ta capacité à construire de la richesse. Les prêts étudiants sont une histoire différente. Les hypothèques sont une histoire différente. Mais si tu portes encore des soldes de carte de crédit à 30 ans, tu cours essentiellement une course avec des poids attachés à tes chevilles. Chaque mois où tu paies 20% d'intérêt sur des achats que tu as faits l'année dernière est un mois où tu aurais pu construire de la richesse à la place. Voici les mathématiques brutales que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour calculer. Si tu as 5000 $ de dette de carte de crédit à 20% d'intérêt et que tu ne fais que le paiement minimum, ça te prendra plus de 25 ans pour la rembourser et tu finiras par payer plus de 12 000 en intérêt. Ces 12 000 $ qui auraient pu être dans ton compte d'investissement en croissance pour ton avenir, au lieu de ça, ils sont allés directement dans les poches des compagnies de cartes de crédit. C'est pourquoi éliminer la dette à taux d'intérêt élevé n'est pas négociable à 30 ans. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu peux reporter pendant que tu te concentres sur d'autres objectifs. C'est la fondation sur laquelle tout le reste se construit. Mais voici l'astuce avec la dette. Et c'est quelque chose qui sépare les personnes financièrement réussies de tous les autres. Il ne s'agit pas seulement de payer ce que tu dois. Il s'agit de réparer les comportements qui t'ont mis en dette en premier lieu. Si tu rembourses 5 000 en dette de carte de crédit, mais accumules ensuite 4 000 de plus l'année prochaine, parce que tu n'as jamais abordé tes habitudes de dépenses d'eau sous-jacentes, tu n'as rien résolu. Tu cours juste sur une roue de hamster financière. Le 3e jalon que tu dois atteindre à 30 ans est quelque chose que beaucoup de gens négligent complètement. Et c'est probablement la raison pour laquelle tant de personnes arrivent à 65 ans sans assez d'argent pour prendre leur retraite. Au moment où tu as 30 ans, tu devrais avoir au moins 1 an de salaire épargné spécifiquement pour la retraite. Note que j'ai dit spécifiquement pour la retraite. C'est de l'argent séparé de ton fonds d'urgence, séparé de tes économies générales, c'est de l'argent qui est enfermé dans des comptes de retraite comme un 401k ou un compte de retraite individuel en croissance pour ton mois de 65 ans. Si tu gagnes 50 000 par an, tu devrais avoir 50 000 dans des comptes de retraite à 30 ans. Maintenant, je sais que ça semble beaucoup, surtout si tu commences tard ou si tu as passé ta vingtaine sans rien contribuer à la retraite. Mais laisse-moi te montrer pourquoi ce nombre est si critique et pourquoi chaque année que tu attends rend exponentiellement plus difficile de rattraper le retard. Disons 2 personnes, toutes deux de 30 ans, toutes deux gagnant 50 000 par an. La personne A a 50 000 déjà épargnés dans son compte de retraite, la personne B a 0. Les deux commencent à contribuer 10% de leur salaire à partir d'aujourd'hui. Supposons que les deux gagnent un retour moyen de 8% par an. Au moment où les deux atteignent 65 ans, la personne A aura environ 1 200 000 $. La personne B aura environ 700 000. Cette différence de 500 000 $ vient entièrement de ces 50 000 initiaux que la personne A avait épargnés à 30 ans. C'est le pouvoir de l'intérêt composé sur 35 ans. Et voici ce qui le rend encore plus fou. Ces 50 000 initiaux pourraient avoir été épargnés en contribuant seulement 500 $ par mois de 22 à 30 ans. 8 ans de contribution cohérente créent une différence de 500 000 $ à la retraite. C'est pourquoi commencer tôt est tellement plus puissant que contribuer de grandes quantités plus tard. Ton argent a besoin de temps pour croître. Chaque année que tu retardes, c'est une année de croissance composée que tu ne récupéreras jamais. Maintenant, parlons du 4e jalon, et celui-ci va être controversé parce que tout le monde a des opinions fortes sur l'immobilier. À 30 ans, tu devrais être en route vers la propriété immobilière ou avoir des raisons articulées pour lesquelles tu choisis un chemin différent. Remarque ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que tu dois posséder une maison. J'ai dit que tu dois être en route vers la possession immobilière ou avoir des raisons articulées
pour lesquels tu choisis un chemin différent. Voici pourquoi c'est important. Pour la plupart des gens, l'immobilier est la façon dont ils construisent une richesse significative au cours de leur vie. Ce n'est pas par les actions, ce n'est pas par des investissements fantaisistes, c'est en remboursant lentement et constamment une hypothèque sur une propriété qui s'apprécie typiquement en valeur au fil du temps. Les chiffres ne mentent pas à ce sujet. La personne moyenne qui possède sa maison a une valeur nette qui est environ 40 fois plus grande que la valeur nette de la personne moyenne qui loue. 40 fois. Ce n'est pas parce que posséder une maison est magique. C'est parce que les paiements hypothécaires te forcent à épargner. Chaque mois où tu fais un paiement hypothécaire, tu accumules du patrimoine dans un actif au lieu de simplement donner de l'argent à un propriétaire qui accumule du patrimoine dans son actif. Mais voici l'important. Acheter une maison n'a de sens financier que si tu peux te le permettre sans trop t'étirer. Si tu achètes une maison qui nécessite que tu dépenses 50 ou 60% de ton revenu net juste sur l'hypothèque, tu ne construis pas de richesse. Tu te prépares au stress financier et potentiellement au désastre. La règle empirique traditionnelle est que ton paiement de logement ne devrait pas dépasser 28% de ton revenu brut. Maintenant, dans certains marchés à coût élevé, c'est presque impossible à réaliser. Mais si tu dépenses considérablement plus que ça, tu dois comprendre que tu fais un compromis. Tu choisis le logement plutôt que d'autres objectifs financiers et tu dois être honnête avec toi-même sur le fait que c'est la bonne décision. Et écoute, peut-être as-tu intentionnellement décidé de ne pas acheter d'immobilier. Peut-être vis-tu dans une ville où louer a plus de sens financier. Peut-être es-tu un nomade numérique qui valorise la flexibilité plutôt que l'accumulation de patrimoine. Peut-être investis-tu agressivement dans le marché boursier à la place. Ce sont toutes des choix valides, mais ils doivent être des choix conscients, basés sur une vraie analyse financière, pas juste la voie de moindre résistance, parce que penser à acheter une maison semble accablant. Le 5e jalon est quelque chose dont personne ne parle vraiment, mais qui est absolument critique pour ton succès financier à long terme. À 30 ans, ton revenu devrait croître. Pas seulement suivre le rythme de l'inflation, mais croître vraiment, de manière significative. Voici ce que je veux dire par là. Si tu as commencé à travailler à 22 ans en gagnant 40 000 par an, à 30 ans, tu ne devrais pas encore gagner 40 000. Tu devrais gagner 60, 70, peut-être même 80 000 ou plus selon ton domaine. Pourquoi cela importe ? Parce que ton taux d'épargne est beaucoup plus important que tes tactiques d'investissement pour construire de la richesse. Et il est beaucoup plus facile d'augmenter ton taux d'épargne quand tes revenus croissent que quand ils sont stagnants. Pense-y ainsi. Si tu gagnes 40 000 et épargnes 10%, tu mets de côté 4 000 par an. Pour doubler ce montant, tu dois doubler ton taux d'épargne à 20%, ce qui signifie réduire considérablement tes dépenses. Mais si tu augmentes ton revenu à 60 000 tout en maintenant ton style de vie relativement stable, soudain tu épargnes 6 000 par an sans avoir à sacrifier quoi que ce soit. Voici la partie folle. La plupart des gens ne négocient pas activement pour des augmentations. Ils attendent juste ce que leur employeur décide de leur donner, ce qui est généralement à peine assez pour suivre le rythme de l'inflation. Ensuite, ils regardent autour d'eux en se demandant pourquoi ils ne progressent pas financièrement quand la réponse est que leurs revenus ont été effectivement gelés pendant des années. À 30 ans, tu dois avoir développé les compétences et la confiance pour négocier agressivement pour ta valeur. Cela signifie savoir ce que le marché paie pour tes compétences, documenter tes réalisations et ne pas avoir peur d'avoir des conversations inconfortables sur la rémunération. Cela signifie aussi être prêt à changer d'emploi si ton employeur actuel ne te valorisera pas correctement. Les données sont super claires à ce sujet. Les personnes qui changent d'emploi tous les quelques années gagnent typiquement 20 à 30% de plus au cours de leur carrière que les personnes qui restent avec un employeur. Je ne dis pas que tu devrais être un sauteur d'emploi sans loyauté,
Je dis que tu dois prioriser ta croissance financière plutôt que le confort de rester dans un endroit où on ne te rémunère pas équitablement. Le sixième jalon est celui que beaucoup de gens négligent complètement et qui les mord ensuite durement plus tard dans la vie. À 30 ans, tu devrais avoir une assurance adéquate. Spécifiquement une assurance santé, une assurance vie si quelqu'un dépend de tes revenus, et probablement une assurance invalidité qui remplacerait ton revenu si tu te blesses et ne peux pas travailler. Je sais que l'assurance est ennuyeuse, je sais que ça semble jeter de l'argent chaque mois pour quelque chose que tu espères ne jamais utiliser, mais voici la réalité brutale. Une seule urgence médicale majeure sans assurance peut effacer des années d'économie prudente en un instant. Un accident qui te laisse incapable de travailler peut transformer une vie financière solide en faillite en quelques mois. L'assurance n'est pas sexy, mais c'est la fondation qui protège tout le reste que tu construis. Et voici ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas à propos de l'assurance vie. C'est moins cher plus tu es jeune quand tu l'achètes. Une police d'assurance vie à terme de 30 ans achetée à 30 ans coûtera une fraction de ce que la même couverture coûterait achetée à 40 ans. Si tu as un partenaire, des enfants, ou quelqu'un qui dépendrait de tes revenus si tu mourais, tu as besoin d'assurance vie. Point final. Ce n'est pas optionnel. Ce n'est pas quelque chose que tu feras éventuellement. C'est quelque chose que tu devrais avoir maintenant. Le septième et dernier jalon est probablement le plus important, et c'est celui qui sépare les personnes qui construisent une vraie richesse de celles qui en parlent seulement. À 30 ans, tu devrais avoir un budget fonctionnel et un système pour suivre ton argent. Note que je n'ai pas dit que tu as besoin d'un budget parfait ou que tu dois suivre chaque centime obsessionnellement. J'ai dit que tu as besoin d'un système fonctionnel. Tu dois savoir approximativement combien d'argent entre chaque mois, approximativement combien sort et approximativement où il va. Tu dois avoir développé l'habitude de vérifier tes finances régulièrement plutôt que d'espérer simplement que tout fonctionne. Voici pourquoi c'est si critique. Tous les autres jalons dont nous avons parlé, épargner 1 an de salaire, éliminer la dette à taux d'intérêt élevé, financer la retraite, acheter de l'immobilier, nécessitent tous que tu aies le contrôle sur ton flux de trésorerie. Et tu ne peux pas contrôler ce que tu ne mesures pas. Les gens qui construisent de la richesse ne sont pas plus intelligents que tous les autres. Ils n'ont pas accès à des investissements secrets. Ils ont juste des systèmes qui garantissent que leur argent va intentionnellement vers leurs objectifs plutôt que de s'infiltrer au hasard dans des achats insensés. Alors voilà, 7 jalons financiers que tu devrais atteindre à 30 ans. 1 an de salaire épargné, dette à taux d'intérêt élevé éliminée, 1 an de salaire en retraite, en route vers la possession immobilière ou avec un plan clair de pourquoi pas, revenus en croissance, assurance adéquate et un système pour suivre ton argent. Si tu as atteint tous ces jalons, tu es dans les 5% supérieurs financièrement pour ton groupe d'âge. Si tu ne les as pas atteints, ne panique pas. Utilise simplement ceci comme une feuille de route pour ce que tu dois prioriser. Si cette vidéo t'a aidé à comprendre où tu devrais être financièrement, like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires lequel de ces jalons tu as déjà atteint et lequel tu attaques maintenant. On se voit dans la prochaine.